Paris des Arts, je trouve que c'est déjà un beau titre d'émission, parce que j'aime Paris, j'aime l'art. Donc jusque-là, c'est passionnant ce que je raconte. Je suis ce qu'on me demande d'être déjà, mais j'aime bien changer de personnage, de direction. Et ce que je préfère le plus au monde, peut-être même encore plus que jouer, c'est l'écriture en fait. Ça me permet d'exister aussi à côté des rôles, de ne pas être juste un acteur qui récite des phrases et qui vit d'autres vies, justement d'être en contact avec moi. Et puis c'est une manière d'avoir un monde à soi, protégé. Paris des Arts première. Bonjour Jonathan Zakaï. Bonjour Valérie. Acteur, réalisateur, romancier, vous allez nous parler de toutes vos passions dans cette émission. Une émission au cours de laquelle il sera aussi beaucoup question de peinture, un art très intime pour vous. Vous nous expliquerez pourquoi. Mais avant, je vous propose d'aller découvrir la grande rétrospective consacrée à Nicolas de Staël au Musée d'Art Moderne. Vous êtes partant? Je suis plus que partant. Je suis très heureux. On y va. Oui. Il fait partie de ces artistes qui fascinent. Sa personnalité tourmentée, son destin tragique ont sans doute contribué à sa légende. Avec cette grande rétrospective, le Musée d'Art Moderne de Paris replace la peinture de Nicolas de Staël au centre des débats. Plus de 200 œuvres, dont 70 n'ont jamais ou très rarement été exposées, attendent le visiteur et illustrent les innombrables métamorphoses de l'artiste. Bonjour. Bonjour. Mais merci de nous accueillir. Bonjour, merci infiniment. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Bienvenue, merci à vous. C'est un privilège d'être là comme ça, incroyable. À quel Nicolas de Staël vous avez voulu rendre hommage? C'est quand même l'homme de toutes les métamorphoses, sa peinture n'a cessé d'évoluer. On a vraiment voulu repartir de zéro, comme si on le rendait anonyme, pour repartir sur l'œuvre et montrer la seule chose qui lui l'intéressait, c'est-à-dire le travail de la peinture. C'est vraiment une exposition sur l'homme à l'œuvre. Là, c'est le portrait de Janine. Janine, c'était donc sa première épouse. À l'époque où il a peint ce tableau, il considérait que le portrait, c'était le sommet de l'art. Oui, et pourtant il n'en a presque jamais fait. Mais c'est une sorte de faux paradoxe, puisque comme Staël est d'une exigence vis-à-vis de lui-même absolue, dans le fond, quand il ne fait très peu de portraits, c'est parce qu'il considère que c'est si haut que peut-être qu'à ce moment-là, il n'est pas encore capable de. Donc Janine, il la rencontre en 1936. Donc Staël, il faut juste se rappeler une chose, c'est que Staël, c'est un exilé, puisqu'en fait, il naît à Saint-Pétersbourg en 1914. Sa famille doit fuir la Russie en 1917, ils vont en Pologne, son père âgé meurt, sa mère malade meurt, et il va se trouver dans une famille en Belgique, famille d'adoption, qui veut qu'il ait un métier sérieux, plutôt ingénieur, et lui, il veut être peintre. Donc il part plusieurs fois, et puis en 1936, il part définitivement, il part au Maroc. Et au Maroc, il a un double coup de foudre, il a un coup de foudre pour le lieu, et un coup de foudre pour une femme. Cette femme, c'est Janine Guillou, elle est peintre, elle est un petit peu plus âgée que lui, c'est vraiment la personne qui va le conforter dans sa vocation, lui donner confiance, et puis lui transmettre absolument, dans le fond, tout ce qu'elle sait de son art. Vous étiez très curieux, Jonathan, de découvrir cette rétrospective. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus, vous, chez Nicolas de Staël? Que ma mère l'ait aimé, au départ. Et puis après, je suis très sensible à sa peinture, en fait, tout simplement, et c'est pas très difficile. Et puis ce qui est beau, je trouve, c'est le fait que finalement, plus tard, quand il va un peu plus trouver sa voie, la forme lui importe peu, mais c'est le sentiment qui amène à la peinture. Et ça, je trouve, c'est rien de plus beau chez certains peintres, c'est le fait que ce soit l'émotion intérieure qui amène au geste et pas le propos, quoi. Peu importe si je peins une bouteille, une église, une montagne. Moi, j'étais interpellée par ce que disait Jonathan tout à l'heure. Ce qui vous plaisait, séduisait chez Staël, c'était cette capacité à aller puiser à l'intérieur de lui-même. Là, il va quand même puiser aussi à l'extérieur, puisqu'il peint ce tableau après avoir assisté à un match au Parc des Princes. Ce que je trouve incroyable dans la peinture abstraite de Staël, ce que je ressens jamais, c'est qu'en fait, souvent les peintures abstraites, on voit des formes et on se demande ce qu'elles représentent. Alors que là, j'ai l'impression vraiment qu'il a presque d'abord fait un tableau figuratif sur lequel il aurait masqué ensuite pour arriver à l'abstrait, en fait. C'est exactement ce qu'il a fait. L'histoire, c'est quoi? Staël va avec sa femme, avec sa deuxième femme, Françoise, en mars 1952, au Parc des Princes, assister à un match de football. Ce match, il est particulier, c'est un match France-Suède. C'est le premier match de football en nocturne éclairé à l'électricité qu'il y a lieu en France. Et c'est ça qui enchante Staël. Il écrit une lettre à René Char dans laquelle il parle de l'herbe rouge et bleue. Il est dans une sorte de vision complètement onirique. Il est comme un enfant devant un arbre de Noël sublime. Il est fasciné par ce que j'appelle, moi, le spectacle du monde.
Ça n'est absolument pas J'aime bien aussi, il est incroyable. Ça, c'est la route. Sublime, la route. Ce tableau a été peint peu de temps avant sa mort. Est-ce que, du coup, on en a une autre lecture? Moi, je suis très réticent sur, justement, on a beaucoup dit que l'œuvre finale de Nicolas de Staël, il y a l'ombre portée du suicide, puisque en mars 55, il va monter sur le toit terrasse de l'atelier et il va se jeter, il va mourir comme ça, d'une mort extrêmement tragique. Mais moi, je ne crois pas que ça se voit dans la peinture. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'à la fin de sa vie, l'homme privé Staël est un homme désespéré pour beaucoup de raisons qui tiennent à la fois à sa vie amoureuse et puis au fait qu'il est un exilé depuis toujours, un homme arraché d'une certaine manière à son pays. Mais je pense que le peintre Nicolas de Staël est totalement intact jusqu'au bout, c'est-à-dire intact dans son éblouissement face à la beauté du monde. Vous voyez, moi j'aime beaucoup dire cette chose, c'est que Staël, on a le sentiment, ça se voit dans ce tableau, qu'il est le premier homme face à la première aube du monde et qui se dit oh, c'est tellement beau et je suis là, comment je vais pouvoir montrer ça? Jonathan Zakaï, à force de vous regarder dans le bleu des yeux, les spectateurs finissent par avoir une persistance rétinienne. Ils vous ont vu en pervers narcissique, en mari impuissant, en rentier, en chômeur, en amour de jeunesse et j'en passe. Mais c'est votre rôle d'agent secret dans le Bureau des légendes qui a marqué beaucoup les esprits. Est-ce que ce rôle de Raymond Sisteroux vous colle à la peau? Bah écoutez, j'ai quand même fait quelques tournages depuis, donc apparemment je peux un peu m'en décoller, mais c'est vrai que je suis très heureux c'est toujours merveilleux de faire partie d'une aventure qui marche autant, parce que oui, j'ai marqué les spectateurs, mais la série a marqué surtout aussi, et c'est vraiment un travail de... C'est surtout très agréable de faire partie d'un projet que les gens aiment. Et puis moi, si ça m'a marqué, c'est juste que quand je cours, en général, si je vois la personne qui court en face de moi se marrer, je sais qu'elle a vu la série parce qu'il se dit comment il peut courir avec sa fausse jambe, quoi. Donc voilà, c'est souvent, on me demande assez souvent comment va ma jambe. J'ai pas de réseau. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste envoyer un texto à ma mère. Tiens, j'ai du réseau. Non mais t'inquiète pas, tu vas la revoir ta mère. En tout cas, ça doit être agréable de construire un rôle sur la durée. Ouais, non, ça c'était une des grandes joies de la série, c'est vrai. Moi j'étais en première saison très devant mon bureau à manger des biscuits, à rien foutre. J'ai dit à Eric Rochant, mais vas-y, sors-moi, j'en peux plus, fais-moi sortir de ce bureau. Et puis en saison 2, je lis, je vois que je sors, que je suis en mission, je l'appelle, je dis mais c'est génial, mais attends, mais qu'est-ce que tu me fais vivre? Il me dit attends, t'as pas encore tout vu. Et c'est vrai que bon, après là, je vois tout à coup, je me fais couper la jambe. Et puis c'est vrai que non, c'est comme dans la vie en fait, quand on est un personnage de série, en fait, on se demande ce qui va nous arriver à chaque saison et on est un peu comme ça. Mais j'ai eu de la chance parce que mon personnage a plutôt évolué bien dans la série. Votre amour du grand écran, vous l'avez montré devant la caméra aux côtés d'Agnès Jaoui dans Le cours de la vie, une leçon de cinéma où vous incarnez eh bien, ce professeur de 7e art. Et puis vous l'avez aussi illustré derrière la caméra. Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire avec ce film JC comme Jésus-Christ, où vous dépeignez l'itinéraire d'un enfant gâté du cinéma? J'ai compris une chose, c'est qu'un film, c'est pas comme une chanson qu'on chante un soir. On la traîne avec soi, parce que ce film-là, je l'ai vraiment écrit, je l'ai écrit dans un élan, parce que j'essaie de monter un film dans lequel JC est un personnage secondaire, j'arrivais pas à le monter. Je suis tombé amoureux de Vincent Lacoste, du personnage, et je me suis dit, allez, on va faire un film. J'ai fait ça en 10 jours avec 10 000 euros, dans un élan, et oui, c'était un pastiche d'une forme de Xavier Dolan, dont j'adore le travail. Mais il y a comme ça, je sais pas, un pastiche du cinéaste très jeune, avec tout ce que ça a de drôle dans sa prétention, dans tout ça. Ça m'amusait, voilà, de faire un pastiche de tout ça. Ouais. Depuis Maurice Pialat, j'avais jamais vécu ça. C'est vrai que malgré son jeune âge, malgré le fait qu'il vive encore chez ses parents, JC, il a une vision du monde, il a une dimension virile que j'adore chez un homme. Est-ce que ça vous a donné envie de nouveau de réaliser? Oui, j'ai envie de réaliser. Ben là, j'ai ce documentaire sur Jim Kaliski, qui était mon oncle, que j'ai suivi pendant une journée comme ça, et qui est un personnage assez extraordinaire. En attendant, vous développez votre carrière internationale sur les écrans anglo-saxons. On vous a vu dans plusieurs films, Robin des Bois, Nourayev, Downton Abbey, évidemment. Est-ce que c'est cette filmographie, So British, qui a fait que vous avez été sélectionné pour être jury du Festival britannique de Dinard cette année? Oui, non mais c'est possible, vous avez raison. J'ai une série qui arrive sur Canal avec Clive Owen, là, du réalisateur du Jeu de la Dame,
qui s'appellera Monsieur Spade, qui va être assez dingue. Et ça vous plaît de tourner à l'étranger? Bah oui, c'est agréable comme ça, évidemment. Ouais, ça change. En France, vous avez tourné avec les plus grands acteurs, Marion Cotillard, Sophie Marceau, Cluzet, pour ne citer que. Vous avez été dirigé par de très grands réalisateurs, mais Anne Fontaine dit de vous qu'il vous manque le grand rôle qui vous fasse éclore encore davantage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je vais peut-être mourir avec l'idée qu'il fallait que j'explose à un moment donné, mais j'en ai marre de cette histoire d'explosion là. Ouais. Je veux dire, si vous regardez mes rôles, je suis souvent second rôle dans les longs métrages, plus que de premier rôle, je pense. Pas à la télé où là ça commence à bouger différemment, mais je me suis fait ce nom comme ça, un peu en étant à la lumière, dans l'ombre aussi, et avec des beaux rôles. Après, je pense que ce qui manque, et là, ce que je suis en train de... Peut-être c'est plus de comédie, c'est vers ça que j'avais envie d'aller au départ. Après, maintenant, si j'explose, j'exploserai. Et toi, t'as des enfants? J'ai une fille et un garçon. Ah. Avec la même mère? Ouais. Moi, j'ai toujours été très conventionnel, moi. Ah, tu te fiches encore de moi? Comme avant? À nous. Parlons un peu de votre maman. Au printemps dernier, chez Grasset, vous avez publié un livre, Ma femme écrit. Alors votre personnage, il se bat avec sa femme pour raconter l'histoire de sa mère. Histoire vraie ou non, le point de fiction départ, ou autofiction? Non, c'est que ma mère était une artiste peintre, très talentueuse, qui était très extravagante et un peu, voilà, pas très ancrée dans les réalités sociales, et enfin qui a une carrière difficile de peintre. Et en fait, c'est vrai que quand ma femme m'a dit qu'elle écrivait un scénario où il y avait ma mère, j'ai l'impression d'être complètement dépouillé, qu'elle n'avait pas le droit de le faire, et que finalement les personnes auxquelles on tient nous appartiennent. Et je me suis pas dit je vais écrire un roman là-dessus, non, pas du tout. J'ai écrit ma haine. J'ai écrit ma haine. Et en fait, ma haine était d'une telle mauvaise foi intéressante et en fait presque drôle que je me suis laissé aller. En fait, c'est vrai que ce moteur racontait évidemment d'autres choses que juste de la jalousie primaire sur ma femme et sur mon rapport à ma mère, mais aussi le rapport dans un couple par rapport à la création, par rapport au... Voilà, qu'est-ce qui nous appartient réellement? Est-ce qu'on a le droit de voler, entre guillemets? Est-ce que c'est du vol pour elle? Est-ce que c'était du vol de parler de ma mère? Donc voilà, plein de choses qui ont fait que j'en ai fait un roman. Voilà. Dans son Paris des Arts, Jonathan nous présente un autre artiste belge, Antoine Rogers, réputé notamment pour avoir fait entrer le cinéma dans la peinture. Il s'immisce dans les œuvres des grands peintres flamands comme Bosch ou Bruegel, les transforme en les animant avec de la vidéo et au passage nous livre sa vision des grands chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son atelier pour nous présenter sa nouvelle exploration picturale, La brûlure de l'éveil. Bonjour. Ah, bonjour. Enchantée. Salut Antoine. Bienvenue. Ouais, merci. Je te présente donc Antoine Rogers. En plein travail. En plein travail, donc ça... Dernier tableau de la série pour l'exposition. Très beau ça. Templon. Merci. Très très beau. Et alors, je suis curieuse, est-ce qu'on peut aller regarder de plus près ces tableaux-ci? Allons-y. Merci. Hop. On a cette chance de voir ces toiles de votre dernière série qui partent à Bruxelles pour être exposées dans la galerie Templon. C'est une vision quand même assez apocalyptique. Hein. Un petit peu, c'est vrai, mais les animaux sont encore là, la vie est toujours là, mais on ne sait pas où sont les hommes, il ne reste que des masques sur le sol. C'est ça, des masques. Alors ces squelettes-là, qu'est-ce qu'ils nous racontent lorsqu'ils vont fouiller et ramasser des masques? Ces squelettes ramassent en fait ces vestiges un peu de l'humanité qui était sur Terre, en tout cas. On est peut-être en lendemain d'une fête où les hommes ont disparu. Et ils viennent en fait des tableaux de Bruegel, le triomphe de la mort. Et au lieu de ramasser des corps, ils ramassent des masques. Moi, j'ai envie de me retourner pour voir ces flammes. Il y a beaucoup cette notion du feu, de l'incendie, des flammes, de la forêt qui brûle. Moi, ça me fait penser un peu au point de non-retour. On nous en parle tout le temps de ce point de non-retour, c'est-à-dire ce moment où certains habitats de notre planète atteignent un point de non-résilience, où il n'y a plus de possibilité de se régénérer, comme peut-être cette forêt amazonienne. C'est ce que vous avez voulu dire? Oui, il y a un peu de ça. En tout cas, c'est une allégorie de ce qui se passe aujourd'hui au niveau climatique. Mais après, j'ai plus l'impression que ça va être une régénération ou un changement, une mutation du monde qui va se réadapter à sa manière. Et ici, dans ces tableaux, c'est un peu la nature qui reprendrait ses droits. Oui, puis moi, peut-être que je suis un peu le guéluron de la bande et que moi, j'ai une fascination aussi enfantine pour le feu, sur la matière. Et je trouve ça merveilleux d'arriver à reproduire. Parce qu'on a toujours envie de se rapprocher d'un feu. Enfin, les enfants, tu vois, ils se mettent en danger, quoi. Et je trouve que les toiles sont
sont tellement... Il y a un réalisme aussi dans cette toile qui fait que je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant, quoi, d'hypnotisant, quoi, par du feu. Il y a un message forcément dans ces toiles. Quand on peint des choses aussi puissantes, on raconte une histoire. C'est le rôle de l'art d'alerter? En tout cas, on est comme vous et moi, on est des capteurs de sensations, on travaille avec nos émotions, on joue avec l'instinct aussi, avec la pulsion. Donc c'est calculé et pas calculé à la fois, c'est que le projet a grandi au fur et à mesure. Et en fait, ce projet-là, c'est une narration picturale, c'est-à-dire que tous les tableaux ensemble racontent une même histoire. Mais je ne sais pas encore la finalité, c'est qu'à chaque fois, un tableau m'amène à un autre. Voilà, c'est un tout, c'est-à-dire que cette série, chaque tableau nous raconte un élément de l'histoire, mais il forme un tout. Et comment tu vas faire pour les vendre, alors? Tu vas devoir te séparer d'un morceau de l'histoire? Malheureusement, oui, mais on ira les rechercher. Merci Jonathan Zakaï. Avec plaisir. C'est déjà la fin. Ah, ça passe vite, hein. Mais ça passe très vite, mais vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur notre site internet. Et puis on vous attend nombreux sur le compte Instagram Le Paris des Arts Off. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Qui c'est le mec là? C'est qui le mec? Ouais. Le Paris des Arts Off. Merci Jonathan Zakaï, c'est la fin? Ah bon? Oui, c'est déjà la fin. On se voit pas au musée. Excusez-moi les gars, je crois que c'est quelque chose.